Aujourd'hui, dans Le Docteur, on va s'intéresser à la peau, le plus grand organe du corps humain qui représente 16% de son poids au total. Qu'elle soit sèche, grasse, déshydratée, avec des rougeurs, des boutons, elle est sensible à une multitude de facteurs internes et externes, notamment les hormones, l'alimentation ou encore le chaud et le froid. Comment prendre soin de sa peau, quelle hygiène de vie adopter, quels sont les traitements en cas de problème? Pour en parler, deux invités, Christine Laforgue qui est dermopharmacologue à Paris 11 et le docteur Hervé Maillard qui est dermatologue au CHU du Mans. On va juste commencer par vous rappeler un tout petit peu comment est faite la peau, même si je sais que vous le savez évidemment. De la superficie vers la profondeur, on a trois couches, l'épiderme, le derme et ici l'hypoderme. Et maintenant, c'est à vous. Alors, si on prend en détail ce que vous venez de dire, donc effectivement, l'épiderme, donc là, vous avez ici la peau, vous avez ici les poils qu'on voit. Donc, l'épiderme va être riche en cellules de kératine, va être riche en mélanine. Mais la mélanine, vous savez, c'est ce pigment qui permet de colorer la peau. Ça, c'est pour l'épiderme. On a ensuite tout en bas l'hypoderme, ici représenté en jaune, qui est constitué énormément de cellules graisseuses. Là, on imagine les petits amas, les petits lobules graisseux. Et puis, entre cet épiderme et cet hypoderme, on a évidemment le derme, qui est lui très riche en collagène, ce qui va assurer l'élasticité de la peau. Mais à l'intérieur, il y a des cellules qui sont importantes, on va en parler tout de suite. Ici, vous avez cette cellule qui est représentée, qui est une cellule sudoripare. Ça va créer la sueur. Et vous voyez que cette sueur va remonter avec le petit canal extresseur pour aboucher au niveau de la peau. Et puis, il y a un autre type de cellules, des cellules sébacées qui sont adossées, les glandes sébacées qu'on voit ici, qui sont adossées à un follicule pileux. Je vous avais dit ici, ça c'est le poil qu'on voit ici sa racine. Et vous voyez qu'ici, on a ce petit, effectivement, glande sébacée qui va venir excréter, cette fois-ci, un peu de gras pour huiler, pour que la peau ne soit pas trop sèche. Voilà, effectivement, pour lubrifier la peau. Alors, de nombreuses questions. Bien sûr, on commence avec celle d'Anne qui demande s'il est important de consulter un dermatologue pour faire vérifier sa peau. Les grains de beauté. Oui. J'ai l'air emballé parce que je vous dis, ça fait plaisir. Non, je fais un peu la moue parce que, vu la pénurie médicale, eh bien, c'est difficile d'avoir un discours de « venez tous voir le dermato ». Je crois qu'il faut plutôt avoir une consultation plutôt réfléchie. Si on a des antécédents familiaux, des antécédents personnels de mélanome, oui, il faut vérifier les grains de beauté et sa peau. Si on a un phototype très clair avec ses antécédents, c'est un argument de plus pour faire vérifier la peau. On s'aperçoit aussi que ce qui est très important, c'est qu'on fasse vérifier la peau par ses conjoints et par le médecin traitant. Et dans beaucoup de cas, la détection du mélanome se fait par ce biais-là, par le conjoint qui dit « oh là là, celui-là, il a bougé », ou alors par le biais d'une consultation médicale qui n'était pas forcément dermatologique. C'est un petit peu comme ça que j'ai envie de répondre, parce que on ne peut pas, effectivement, mettre en place actuellement des préventions primaires à tout va. Une question d'Olive, comment doit-on laver sa peau? Avec quoi et comment? Alors, il faut d'abord la laver, ça c'est sûr, c'est pas mal. Il faut la laver avec des produits relativement doux, pour plusieurs raisons. D'abord parce que nos vies, en général, ne sont pas si salissantes que ça. Et il faut bien admettre qu'une grosse partie de nos douches, c'est plutôt un moment de bien-être et de confort qu'un vrai moment de nettoyage. Ça, c'est la première chose. Maintenant, si on a vraiment besoin de se nettoyer, c'est utiliser des produits relativement soft. Si on a la peau très sèche, comme on parlait tout à l'heure, peut-être une huile de douche, qui est quelque chose qui va laisser un film à la surface de la peau, pas trop se décaper. Et si on se décape trop, il faut mettre un lait après la douche. Mais l'eau ne suffira pas à se laver puisque la majorité des salissures sont plutôt d'origine grasse. Donc il faut, un peu comme un produit vaisselle, il faut un peu émulsionner ça, bien les laver pour être sûr de ne pas en avoir une accumulation. Et on fait matin et soir ? Tout dépend de notre vie, en fait. Une fois par jour, c'est largement suffisant. Maintenant, si entre-temps, vous allez faire votre footing ou si vous courez place de l'Étoile, c'est sûr qu'il faudra peut-être une deuxième douche, oui. André demande, après un carcinome, donc un cancer de la peau, quel degré de soleil reste acceptable et quelle crème solaire est vraiment efficace? Donc, dans les carcinomes, il y a le carcinome épidermoïde, les basocellulaires. Ils sont plutôt liés à l'accumulation des UV qu'on a pu avoir sur la peau.
Donc déjà, quand on a ce carcinome, ce type de cancer, eh bien, ça montre que notre capital solaire est dépassé, alors qu'on n'a pas eu forcément des coups de soleil dans notre vie. Donc déjà, avoir eu un carcinome, eh ben, nécessite d'avoir une protection la plus complète possible. Et dans ce cadre-là, donc la meilleure protection, c'est les vêtements, les chapeaux, parce que c'est surtout les zones photo-exposées. Et quand on n'a pas le choix, effectivement, mettre une crème solaire indice 50. Et après un mélanome? Donc après un mélanome, eh bien, il y a des facteurs génétiques. Et aussi, là, c'est plutôt les nombres de coups de soleil qu'on a pu avoir. Là, alors, du tout, on n'a plus du tout le droit d'avoir un coup de soleil. D'accord. Question de Nanou, les produits cosmétiques sont-ils dangereux pour la peau? Non, franchement, non. Il vaut mieux. Oui, la législation nous permet d'avoir des produits sûrs. Ceci étant, s'ils sont utilisés dans des conditions normales dites d'utilisation, c'est-à-dire que s'il y a du mésusage et une utilisation qui n'est pas adaptée, forcément, il peut y avoir des risques pour la personne. Dangereux, non. C'est quoi une utilisation inadaptée? Une utilisation inadaptée, ce serait par exemple un produit qu'on met dans les yeux ou qu'on contourne des yeux alors qu'il ne faut pas. Voilà, ce type de produit. Mais autrement, il n'y a aucun risque. Et quand on a des produits, par exemple, qui sont pour le visage ou pour le cou ou pour le corps, c'est embêtant de... Parce qu'il y a quand même maintenant plein de spécificités. Oui, Est-ce que si on met sur les pieds un produit pour le cou, c'est embêtant? Ou l'inverse? L'inverse serait plus non, c'est-à-dire que les effets attendus ne seront peut-être pas optimaux. C'est-à-dire qu'il est clair que sur l'image que vous avez montrée tout à l'heure, par exemple, nos pieds n'ont pas, je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'a pas de poils sous le pied, donc on n'a pas de glande sébacée sous le pied. Donc c'est vrai qu'on a le dessous du pied qui est toujours sec. Donc si on a une crème pour les pieds, elle va être plutôt grasse. Donc il est clair que si on la met sur le cou, on va avoir le cou beaucoup plus gras. Maintenant, ça ne va pas faire de trous, je veux dire. Non, ce que je vais dire par là, c'est que ça ne va pas être nocif. Mais par contre, l'effet attendu ne sera pas bon. Ça, c'est évident. Un petit bémol, il y a quand même des produits pour les pieds, pour la transpiration des pieds, par exemple. Ah oui. Eh bien, ceux-là vont être beaucoup plus dosés en sel d'aluminium pour les pieds que pour les mains ou pour les aisselles. Donc là, il faut faire attention. Une crème antitranspirante pour les pieds, on évite de la mettre au niveau des aisselles parce que ça va être beaucoup plus irritant, la couche cornée des pieds étant plus importante. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que le taux de sel d'aluminium est réglementé dans les produits. Donc tant qu'on est dans des produits cosmétiques, on a tous à peu près le même taux. Après, ce sont des dispositifs médicaux, ce ne sont plus des produits cosmétiques. Et c'est là où on en parlait tout à l'heure, on est en frontière et on est très très ennuyé, c'est vrai. Oui. Mais ça va être une demande de la part des patients à la pharmacie. Je veux une crème pour. Et dans sa tête, c'est de la cosmétique. Et oui, c'est là où il faut. C'est là où il faut être vigilant. Dans une zone frontière, il y a besoin. Tout à fait. Et c'est quoi la limite entre dispositif médical et cosmétique? C'est surtout ça peut être une limite législative, ça peut être une limite d'étiquetage ou d'usage. Donc vous avez des crèmes solaires qui sont des produits cosmétiques et vous avez des crèmes solaires qui sont des dispositifs médicaux. Parce que pour certaines, c'est une application par jour, alors que les autres, c'est renouvelé toutes les 2 heures. Il y en a qui sont recommandés dans certaines pathologies. Là, ce seront des dispositifs médicaux. Si c'est pour monsieur, madame, tout le monde, ce sera un produit cosmétique. C'est pour ça que c'est pas facile. C'est pour ça que c'est pas simple, tout à fait. Une question de Mathilde. Depuis que je m'hydrate la peau après chaque douche, ma peau tire si je ne m'hydrate pas à chaque fois. Y a-t-il un phénomène d'accoutumance? Avant de répondre, je vous propose un petit sujet, parce qu'effectivement, avec l'âge, la peau a tendance à s'assécher, ce qui peut provoquer des tiraillements ou même des picotements. Notre équipe a suivi Yannick lors d'une consultation chez son dermatologue. Sujet signé Marie Guyot et Marc Lavastro. Bonjour, docteur. Vous allez bien? Oui, merci. Annick a rendez-vous aujourd'hui chez son dermatologue pour une peau sèche qui la démange. Est-ce que ça touche que le visage, le corps ou les deux? Je dirais l'ensemble, le visage et le corps. Son problème a commencé il y a une dizaine d'années. Au moment de la ménopause, j'ai vu que vraiment les choses s'intensifiaient. Alors que pendant l'adolescence et au début de l'âge adulte, j'avais plutôt la peau grasse. Ça me gêne parce que j'ai des tiraillements. Et puis, quand on a des tiraillements, on a tendance à se gratter un petit peu. Donc, ça génère des rougeurs. Si la ménopause peut aggraver la sécheresse de la peau, ce n'est pas le seul facteur. Soit les gens n'appliquent pas de crème ou appliquent des crèmes qui ne sont pas adaptées pour leur peau. Des facteurs internes, c'est alimentaire. Une alimentation pas équilibrée,
et des facteurs externes tels que le froid, le soleil, le tabac. La pollution peut être aussi un facteur aggravant de la sécheresse cutanée. Là, je vais examiner le visage. Là, je vois un petit peu de sécheresse, ce qu'on appelle, nous, la xérose. Donc, il y a une petite desquamation. Les jambes et les bras étant davantage exposés aux frottements et aux agressions extérieures, ces zones sont plus particulièrement touchées par la sécheresse. Le dermatologue les examine attentivement à l'aide de son dermatoscope. Je vois beaucoup de sécheresse, beaucoup de desquamation. Comparaison avec le bras, il y a une sécheresse, mais moins importante qu'au niveau des jambes. Pas de traitement particulier pour Annick, mais des crèmes adaptées et des conseils d'hygiène de vie. Je vais vous conseiller des soins pour le visage quotidien et des soins quotidiens pour le corps. Il faut privilégier des douches que des bains. Des bains trop longtemps assèchent la peau. Il faut utiliser des produits non agressifs pour la peau. Pour se laver, des produits tels que les bains dermatologiques à la place des gels douche classiques qu'on utilise. Utiliser une crème hydratante pour le corps et le visage quotidiennement, matin et parfois matin et soir, selon l'intensité de la sécheresse cutanée. Au revoir, madame. À bientôt. Annick reviendra dans 3 mois pour vérifier si ces changements quotidiens ont permis d'atténuer la sécheresse de sa peau. Alors on reprend la question de Mathilde. Donc, depuis qu'elle s'hydrate la peau après chaque douche, sa peau tire. Est-ce qu'il y a un phénomène d'accoutumance? Sa peau tire si elle ne le fait pas, bien sûr. Est-ce qu'on a un phénomène d'accoutumance? Non, c'est plutôt une adaptation de ce qu'on va mettre pour hydrater la peau qu'il va falloir discuter, en fait. On voit bien, c'est vrai que le prurit à l'eau existe. Il vaut mieux se laver d'ailleurs avec une huile de bain pendant l'acte de lavage et puis mettre une crème émolliente par la suite. Mais d'accoutumance aux produits, non. Non, je pense que ce qu'il faut peut-être voir, c'est le produit avec lequel elle se lave. Tout simplement. D'accord, oui, c'est pas forcément non, je pense pas que ce soit. Non, c'est pas forcément le produit après qui justement empêche que ça tire. Oui. C'est peut-être le produit avant. D'accord. Et sous la douche, utiliser le shampoing pour laver son corps quand on est pressé? Oh, bah, je pose pas la question. Non, c'est pas pour moi. Mais c'est comme ça vos matins? Non, ok, non, je pose pas la question. Retournons. C'est pas une bonne idée. Pour votre peau. La conception d'un shampoing est un peu différente parce que dedans, on va mettre des produits pour gainer le cheveu. Donc c'est sûr que sur la peau, ça va laisser un film un peu collant. Mais, ça va laver. Ça, oui, c'est donc ça, je pense. Ouais. Merci beaucoup. Anita, j'ai une kératose pilaire sur les bras. Vous rigolez? Je dis plus rien. J'ai une kératose pilaire sur les bras. Le dermato m'a dit que c'est un signe de sécheresse. Que faire? Cela me complexe. C'est quoi une kératose pilaire? Donc, la kératose pilaire, c'est d'origine génétique. D'abord, ça va être une obstruction des ostias folliculaires que vous avez montré tout à l'heure. Là où le poil arrive sur la peau, on va avoir une kératinisation autour de ce poil. Donc, ce qui fait qu'on va avoir des piquetés rouges et puis squameux, parfois prurigineux, et c'est vrai qu'ils peuvent être gênants. Donc, c'est d'origine génétique, et pour traiter cela, ce sont les crèmes à base d'urée qui vont avoir une action et kératolytique, enlever cette squame, et une action hydratante. Ça, c'est, par contre, on le fait toute la vie. D'accord. Samine nous dit qu'après une chimiothérapie, sa peau est devenue très fragile. Pourquoi et comment éviter les démangeaisons? Effectivement, il y a des médicaments qui vont assécher la peau. Il est évident que les chimiothérapies qui ont une action antimitotique, qui vont diminuer le nombre de mitoses de nos cellules, vont avoir une action sur la peau aussi, sur la qualité de la peau et même sur l'épaisseur de la peau. Donc oui, à cause de certaines chimiothérapies, on va avoir cette perte d'épaisseur, ce prurite. Et donc là, le maître mot, c'est l'hydratation cutanée très très fréquente. Et quand on dit hydratation, c'est pas forcément gras. Non. Hydratation, en principe, c'est l'universitaire qui s'exprime. L'hydratation, c'est un apport d'eau, alors que l'émollience, c'est plutôt quelque chose qui va apaiser la peau. Il y en a toujours tendance à penser que ça va. Ce qui protège, c'est ça. Oui, en fait, le gras, un produit très gras, c'est intéressant si vous avez une peau en très bon état. Parce qu'en fait, vous allez éviter la déshydratation, mais vous n'allez pas
hydraté dans le sens où vous n'allez pas apporter quelque chose à la peau. Or, dans ces cas-là, il vaut mieux apporter quelque chose à la peau. Donc, il faut un produit qui soit quand même consistant, mais qui amène quelque chose à la peau et qui ne soit pas uniquement une couche de gras à la surface de la peau. Et juste une chose, quand on a une peau sèche, on a une peau sèche à vie ou on peut avoir des moments différents dans l'existence? Je pense qu'on a des moments différents dans l'existence. Alors, on l'a vu dans le sujet, hein, il y a les phénomènes hormonaux, il y a également les facteurs saisonniers, la kératose hivernale, la xérose hivernale est très très connue, le fait de sortir, les différences de température. Ça, c'est des phénomènes importants. Hein. Nos conditions de vie peuvent influer sur la sécheresse cutanée qui peut redevenir normale ensuite. On parle beaucoup d'hydratation de la peau. Une question de Marguerite, est-il vraiment nécessaire de s'hydrater la peau si elle n'est pas sèche? Et qu'on évite le maquillage, le soleil et le tabac. Absolument. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Nécessaire, non. Non. Non, on peut tout à fait bien vivre sans hydrater la peau. C'est simplement la toilette de la peau qui va être importante, la plus adaptée à notre peau. Et de dire si elle n'est pas sèche et qu'on évite le maquillage, ça assèche la peau? Non. Non, le maquillage n'assèche pas la peau. Par contre, il faut néanmoins se démaquiller correctement et non pas avec des choses qui dessèchent la peau, ce qui est souvent le cas lorsqu'on veut un démaquillant qui fait multifonction, c'est-à-dire qui enlève et les poussières, et le fond de teint, et les yeux, et donc là, forcément, on a des produits extrêmement nettoyants, donc extrêmement décapants, qui finissent par assécher la peau. Question d'Adama, les rides sont une simple question de génétique, donc ça sert-il à quelque chose de lutter contre? Je réponds, vous répondez? Ah, mais comme vous voulez. Bon, est-ce qu'il faut lutter contre les rides? Ma réponse de dermatologue non esthéticien, ça va être pourquoi lutter contre les rides? Je pense qu'on est dans une société où on n'accepte plus ces traces de l'âge. Moi, je suis plutôt favorable à favoriser, je dirais, l'expérience, l'âge, que de vouloir enlever les rides. Voilà. Mais pour ceux qui ne veulent pas, pour ceux qui veulent s'en débarrasser ou les atténuer, on fait comment? Je vais laisser madame. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que pendant très longtemps, vous savez, on a dit les femmes vieillissent, les hommes mûrissent. Donc, je ne veux pas être désagréable, mais c'est aussi une réponse d'homme que de dire l'expérience. Bon, il faut quand même être honnête. Ça change. Aujourd'hui, c'est vrai, vous avez raison, beaucoup de mentalités. On va, vous savez, sur le silver power, hein, comme on dit. Hein, donc, on va vers des femmes plus matures. Alors, les rides, oui, il y a de la génétique, mais il y a pour le coup un manque d'hydratation. Ça a été largement montré. Hein, si on prend soin de sa peau en la desséchant pas trop, pas forcément en l'hydratant, mais surtout en la desséchant pas trop, on retarde l'apparition des rides. Et puis les rides, c'est aussi l'expression de vie, avant tout. Et si on rit trop, on va finir très ridé. Et finalement, c'est vrai que de ce côté-là, c'est pas très désagréable. Non. Ceci étant, éviter les rides, je crois que c'est très difficile. Parce qu'il y a aussi une force qui nous est, que l'on subit tout le temps, c'est la gravité. Hein, ça, on ne peut pas y faire grand-chose non plus. Donc tout ça fait qu'il y a des plis qui se mettent en place. Maintenant, une bonne hydratation, c'est important. Et puis ensuite, c'est chez les dermatologues esthéticiens de médecine esthétique qu'il y a éventuellement des comblements, des choses à faire. Et puis aujourd'hui, on a beaucoup de produits qui permettent de masquer les rides et qui nous laissent le temps de nous y adapter, en fait. Je vais faire la tête à partir de maintenant, comme ça, j'aurai pas de rides. On regarde un petit sujet? Oui, un petit sujet sur la coupe rose et sur le laser, parce qu'effectivement, pour atténuer cette coupe rose, on va voir ce que c'est. On peut utiliser le laser. Le nombre de séances varie en fonction de l'importance de ces petites rougeurs. Voyez ce reportage. Mélanie Morin, Clémentine Brault et Thierry Oden. Depuis l'adolescence, le visage de Pierre est marqué par ses petites veines dilatées. Des rougeurs qui attirent le regard des autres et le complexent énormément. Je vais me regarder dans un miroir, je ne veux même pas y prêter attention, hein, ce n'est pas quelque chose sur lequel je focalise. Par contre, c'est plus les comportements des personnes extérieures, que ce soit dans le cadre de relations sentimentales, où certaines femmes ont pu déjà m'en parler. Le nez rouge, ça peut renvoyer à la consommation d'alcool très vite, ce type de choses. Donc on se demande si je ne bois pas régulièrement. Voilà. Donc je ne voulais pas être associé à ça, parce que ce n'est pas du tout mon hygiène de vie. Donc je voulais pouvoir éviter ce type de problème également. Après avoir consulté plusieurs dermatologues sans succès, Pierre tente aujourd'hui sa chance dans ce cabinet esthétique. Pendant 15 minutes, les rayons de ce laser vont progressivement faire disparaître ces rougeurs.
Vous avez des petites varicosités juste ici au niveau de la joue, autour du nez, au niveau des ailes du nez, en dessous du nez, au-dessus bien sûr, hein, c'est l'endroit qui vous gêne le plus, et un petit peu partout, quoi, hein. Alors, je me permets, j'y vais. Ça va? Ça va. Ça fait, pour le patient, une petite sensation de petite décharge électrique, effectivement. Mais ça fait plutôt une sensation de chaleur locale. Ça pique un peu quand même, mais ça s'estompe vite. L'objectif de ce laser, c'est d'envoyer sur le vaisseau une lumière qui va permettre de boucher le vaisseau ou de faire s'échapper l'hémoglobine du vaisseau pour que les parois se collent définitivement l'une à l'autre et que le vaisseau disparaisse, comme si on utilisait la gomme de Photoshop. On inspectera ensemble après, et vous allez voir, le vaisseau déjà bien parti, hein. Chez certains patients, une seule séance suffit. Mais attention, des effets secondaires peuvent apparaître au bout de quelques jours. Les risques principaux du traitement laser pour les varicosités du visage sont les petites rougeurs, les petits gonflements et la pire chose qui puisse arriver, une petite bulle d'eau, une petite cloque qui disparaît spontanément en quelques jours, mais qu'il ne faut surtout pas arracher, sous peine d'avoir une modification de la texture de la peau et donc l'apparition d'un petit creux, une petite cicatrice. Vous pouvez retirer vos coques et on va faire le point ensemble. Tenez, je vous donne un petit miroir. Oui. Vous pouvez contrôler. Ah oui, c'est impressionnant, effectivement. Ça change, hein? Ah oui, oui. Si ces rougeurs réapparaissent, voilà. Pierre devra revenir. Le laser a un coût, compté entre 100 et 200 € la séance, non remboursé par la sécurité sociale. Là, on a vu le laser dans le traitement de la cuprose. Il y a beaucoup d'autres manières de traiter des problèmes de peau avec le laser? Alors, il y a plusieurs types de lasers en fonction des longueurs d'ongle. Là, on a vu un laser vasculaire. Donc, tout ce qui va être cuprose, angiome, vont pouvoir être traités comme cela, mais il y a d'autres lasers, les lasers épilatoires, les lasers dépigmentants. Donc vous voyez, on a une gamme de lasers qui permettent d'être utilisés et traiter plusieurs problématiques cutanées. Estelle demande comment on soigne une engelure. On est mal là. Une engelure. Une vraie engelure. Alors, une engelure, il faut d'abord faire un diagnostic. Oui, faut être on sûr. peut avoir une engelure à cause d'une maladie sous-jacente. Dans une bonne majorité des cas, les engelures sont idiopathiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maladie, mais il faut aller rechercher, écarter une sclérodermie, un lupus. Enfin, c'est très important d'avoir un diagnostic médical avant de dire « je traite l'engelure ». Ensuite, eh bien, il y a des engelures qui apparaissent à l'adolescence au cours de troubles de comportement alimentaire aussi. Là, il faudra aller les traiter. Et puis enfin, devant ces engelures, c'est vrai que le plus important, c'est le réchauffement des extrémités, mains et pieds, et puis parfois la prescription de vasodilatateurs. Merci beaucoup pour toutes ces explications. C'est déjà fini. Ah ben, je suis désolée, mais il faut qu'on rende l'antenne, je ne peux pas faire autrement. Demain, dans Le Docteur, on répondra à vos questions sur les maladies nosocomiales, celles que l'on contracte à l'hôpital. Ce soir, vous commencez, si vous voulez bien, à 20h40, par aller sur France 5 pour regarder Le Monde en face, un document que je vous présenterai sur le recyclage des déchets électroniques et électriques. Vous verrez que quand vous vous débarrassez d'un de vos frigos, un téléphone portable ou un ordinateur, il se retrouve bien souvent en Afrique avec un scandale sanitaire totalement méconnu. C'est absolument passionnant. Et puis à 23h40 sur France 2, dans Infrarouge, un documentaire réalisé par une de nos journalistes, Marie Bonhomet. Ce film s'appelle Je dis donc je suis. Pendant un an, elle a tourné à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Elle a suivi une professeure de français, Mathilde Lévesque, qui apprend à ses adolescents à penser librement, à argumenter, à avoir confiance en eux. C'est passionnant. Voilà, vous commencez par France 5, 20h40, et puis ensuite Infrarouge. Voilà, c'est tout à l'heure et on se retrouve demain. Oui, puis je sais ce que je fais ce soir, du coup. Parfait. Parfait. Vous m'avez trouvé un programme. À bientôt, au revoir.